Ouais, très bien. Je suis passé voir le bateau ce matin que vous avez fait là. Alors Ah oui Tu dois glacer encore les ponts devant ou tu laisses comme Ah, ça je vernis les ponts. L'antidirapant au fond, Ouais. et après aviron, puis aviron queue. Et à la torche quoi. Ouais, et à la torche ou partout. Hein. Allez, hop, on va jouer. Hop. Bon allez zoom. Bon, allez. Moi, je vais waxer. Hein. On a 24 heures de la vie d'une femme de Stephen Zweig, on a dans un mois, dans un an de Françoise Sagan, ou 3 jours dans la vie de Paul Cézanne, de Mika Biekman. Alors, Mika Biekman- J'aime la mer. C'est quelque chose pour moi qui me parle, et de longtemps. Ça a été une putain de découverte, parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a des gens aussi, parce qu'il y a un paysage, parce qu'il y a la torche, parce que voilà, tout ça c'est le surf. Tu te lèves à 6h30, tu arrives à la pointe, le soleil est derrière, ça monte. Mais c'est tous les matins du monde. C'est un bonheur. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je pense que c'est pareil pour le montagnard qui part en montagne ou le gars qui va en bateau le matin de bonne heure et relever ses casiers. Il a la même perception. Il dit oh, bah, la journée elle commence à fond. Quoi. D'être dans l'élément, d'être dans l'eau, d'en prendre, te faire splatcher la tête, ça te rince, quoi. Ça te nettoie, ça te fait. Moi, ça me fait un bien fou. Une fois que tu commences à être au take-off ou c'est dessus, AB, te dire hey, c'est bon, ça part. Et là, c'est le début de l'épanouissement. Ça, c'est fantastique. Et quand tu es dans le verre, que tu pars en travers et que tu commences à tourner un peu, voilà, c'est du bonheur. Bébé, petit gâteau Premier souvenir de surf, je crois pas que ça soit la torche. Non, non, c'est pas la torche. Je pense que c'est ou la plage du Riz ou 13 Malawen à Douarnenez. Je crois que c'est plutôt ça. Parce qu'il n'était pas question d'accrocher la torche. C'était pas au programme, on n'avait pas le niveau, on n'avait pas la connaissance, c'était avec mon pote Gilda, on vivait notre truc, on savait qu'il y en avait d'autres qui le vivaient, mais tiens, il y a un mec qui pêche à la ligne là-bas, bah ouais, moi je pêche aussi, quoi, tu vois, c'est à peu près ça. Donc je sais que ça a bougé à Crozon aussi, je sais que ça a bougé aussi dans Morbihan, mais c'était ici, quoi, c'était là. Moi je te parle du coin où j'habite, quoi, hein, dans le coin où j'habite, moi j'ai vu Palissier, Benoît, Verceletto, Quignou, voilà. C'est des gens que j'ai vus à l'eau dans notre pataugeoire, voilà. Au commencement, ils ne sont que quelques-uns. À l'image de Gilles Romigou, les pionniers d'une pratique qui en Bretagne n'existe pas encore. En 1973. Donc on était un groupe de copains du judo là. Et pendant les vacances de Pâques, on allait donner un coup de main à un des gars du judo là, qui aménageait sa maison.
Et donc on faisait des travaux de terrassement, on faisait ça le matin. Et puis l'après-midi, on arrêtait et on allait faire du surf ou de la planche à voile ou du bateau, suivant les conditions. Et c'est là que j'ai mis les pieds à la torche sur une planche pour la première fois. Premier souvenir de surf, c'est de voir les jeunes à San Francisco faire du surf et de me dire que ça devait être assez exaltant comme sport. Ah, j'étais hippie. Flower power, l'exaltation un peu, avec un peu aussi de choses psychédéliques par-dessus le marché, tu vois. 68, 69, c'était super. C'est ta première planche, ça, Gilda? C'est la seule que j'ai faite moi-même. Il y a plein de saloperies. Attends. Hop. Ben, bonjour, j'ai acheté une planche. Je l'ai ramenée ici. J'avais hâte d'y aller. Je suis allé dès que j'ai eu une minute. Tréguenec avec ma copine, donc 24 décembre, gros temps, je sors ma planche, je vais dans l'eau et je pousse ma planche devant moi. J'ai appris par la suite de manière dure que c'est justement ce qu'il fallait pas faire, parce qu'à un certain moment, la vague a pris la planche comme ça et m'a renvoyé la planche dans les dents. Et j'ai cassé mes 2 dents de devant. C'est comme ça que ça a commencé. Allez Suzanne, vas-y, vas-y. Ah voilà. Allez, plus vite. Quand j'étais en vacances avec mon cousin Élie Deré, on faisait du planquis, c'est-à-dire un bout de planche en bois recourbée. On descendait dans les vagues, enfin dans la mousse comme ça. Donc c'était un peu l'ancêtre du bodyboard. Et puis un beau jour à la télévision, il y avait eu un reportage sur le surf à Biarritz, sur le surfing à Biarritz. Et alors ça a été un déclic total, quoi. Donc le surf, ça peut se faire debout et tout. Et puis je trouvais ça, tout d'un coup, faut que je fasse ça. Il n'y a pas d'autre problème. Le surfing, né sur les plages d'Hawaï. Un nom mystérieux, mais un sport sans mystère. Muni d'une large planche, il s'agit de gagner la haute mer. Et de là, utilisant le mouvement des vagues, de partir à l'assaut du rivage. Mon père avait laissé une douche pour camionnette de l'entreprise que j'avais aménagée en camping-car. Donc je mettais la planche dedans, le camping-car, et je dormais un peu partout sur les plages, même sur la grande plage à Paris, devant le casino, il n'y avait pas de problème, quoi. Et c'est vrai que l'ambiance à l'époque, c'était sympa, quoi. Et puis il y avait quelques pros là-dedans qu'on voyait passer de temps en temps. Donc il y avait justement Jerry Lopez. C'était à l'époque où la barre était... il y avait un superbe banc de sable, c'était Pipeline à la barre à une époque. On faisait partie d'une communauté, il y avait un respect entre nous, on se prêtait les planches et tout. Et à l'époque, c'était encore la guerre du Vietnam, là. Et certains Américains
revenaient chez eux en faisant une escale sur Biarritz. Et j'ai pu discuter avec certains de ces gens-là. Puis j'ai appris à surfer en regardant ces gens-là, quoi. Un beau jour, en promenant sur la presqu'île de Crozon, du côté de Kerlor, là. Donc j'arrive avec la planche sur le toit et tout. Je descends, je découvre. Puis je vois un gars qui me fait des grands signes comme ça. C'était Michel Noiret. J'ai commencé à surfer en 70, sans combinaison, avec ma première planche. Je n'avais vu que des photos de surf. J'avais jamais pratiqué, quoi. Et personne ne pouvait me donner de conseils ni de cours, quoi. Voilà. Donc ça a été un apprentissage empirique sur le tas. Il n'y avait personne qui surfait ici. Et j'ai vu Philippe qui arrivait avec sa voiture, avec une planche sur le toit. Alors je lui ai fait des grands signes, il s'est arrêté. Et puis on a discuté. Et il m'a expliqué qu'il faisait le tour de Bretagne pour trouver des spots. Et il comptait faire un bouquin sur le surf en Bretagne. Enfin, là où on pouvait surfer en Bretagne, quoi. Ouais. Et depuis, on ne s'est pas quittés. Voilà, on a continué à surfer ensemble. C'était tellement rare de trouver des surfeurs, quoi. Ouais. Et du coup, marée haute là-bas, demain matin, ça peut être pas mal, quoi. Ah oui, sûrement. 7 heures là-bas, c'est ouais. ça. Ouais. Et ce soir aussi, là Ah bah là, ça a commencé à descendre, là, quoi. Ouais. Là, ça a commencé à descendre. Mais par rapport ici, il y a toujours 1 mètre de plus là-bas qu'ici. Michel me faisait découvrir tous ces coins, là. Les super gauches de l'Osmar. Enfin, on se régalait, quoi. On est là-bas, de toute façon, on était tranquille. Donc, la Palue, c'est pareil. Hein, donc il y avait le petit parking là-haut. Là, il y avait 2 voitures, quoi. En juin, là, c'était souvent qu'on venait surfer après le travail. Ouais. C'était pas le surf avant d'aller au boulot, c'était le surf après, en général. Du nord au sud, la Bretagne est alors un Eldorado dont tout le potentiel de surf reste à explorer. Attends, je réfléchis moi, parce que pour moi tous là. C'est à quelle heure la marée, tu disais? À 7h. À 7 heures? Attends, je sais pas où j'ai foutu mes clés moi. Oh putain, elle est belle ta planche, c'est une nouvelle planche. Tu l'avais jamais vu? Non? On y va, Gaspard?
si je ne me trompe pas, j'ai commencé en 67. Parce qu'il y avait une manifestation en mai 68. Je suis allé, comme tous les étudiants, les lycéens. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je rêvais d'aller sans faire Quiberon. C'était comme un désert avec de l'eau, et personne. Des oiseaux partout, pas un bruit, pas un bruit, pas un bruit, rien. Personne sur la plage. Alors parfois c'était impressionnant quand même, parce que quand les vagues sont un petit peu grosses, quand il fait gris, quand il fait pas très chaud, bon, il faut y aller, il y a des vagues. Ce qu'il ne faut pas, c'est se prendre la planche dans la tête, quoi. Mais allez, quand tu es jeune, tu n'as peur de rien. Puis tu as l'impression que tout ça, c'est à toi, quoi. Je n'avais pas de combinaison, il n'y avait pas de douate, j'avais rien. Les gants, parfois des gants de vaisselle. Moi, j'ai un copain qui faisait, moi je crois que je l'ai fait aussi, je ne sais plus. Les cagoules, moi je m'étais coupé une cuisse d'une vieille combinaison, j'avais mis comme ça, sur la tête. Et puis liche, on prenait une perceuse, on faisait un trou, on mettait un gros bout. Alors à chaque fois qu'on tournait, ça vibrait, la forge vibrait. Et bien c'était débile parce qu'en cas d'urgence, tu ne pouvais pas l'enlever, quoi. Si tu t'accroches à un rocher, on faisait des nœuds pas possibles. Donc un gros bout de 2 mètres, 2 mètres 50, de la corde, quoi. Et puis les combinaisons, dès que tu faisais le canard, ça rentrait partout. Une fois, j'ai eu tellement froid que j'ai hurlé, quoi. Avec du matériel archaïque, nos pionniers ouvrent la voie et s'inscrivent alors en rupture totale avec la tradition maritime de l'époque. Mon grand-père est né à Groix, il a été mousse, et moi ma mère m'a dit plein de fois « méfie-toi des lames de fond, va pas sur la côte sauvage ». J'ai vu des gendarmes me dire, ironiquement, les crabes vont avoir à manger cet hiver, quoi. De l'air de dire que vous allez y rester. Alors nous on y allait quand même, mais on regardait toujours sous nos pieds, c'est pas une bête qui passait. Et puis ça faisait peur, parce que ma mère me disait « oh, sois prudent, sois prudent ». Bah oui, mais bon, sur 1 mètre, 1 mètre 50, il faut être prudent, mais bon, c'était le mythe d'ici, les lames de fond, puis il y avait beaucoup de noyés quand même. Plus que n'importe quel endroit en Bretagne, la Torche a la réputation d'être un endroit dangereux, presque maudit. La légende dit même qu'elle est une porte d'entrée vers l'au-delà. Quand j'ai expliqué à ma grand-mère que j'allais faire du surf, elle m'a dit « tu es fou, la mer c'est dangereux, on ne joue pas avec ». Elle n'a pas compris que l'on puisse aller se mettre dans les rouleaux, parce qu'elle appelait ça les rouleaux, qu'on aille se mettre dans les rouleaux, aller se faire brasser, pour ensuite pouvoir passer, ensuite surfer. Non, ça la dépassait. Alors ça la dépassait parce que son mari était mort en mer. Donc du coup, pour elle, la mer, on la regardait, on pouvait travailler dessus parce que ça nourrissait la famille, mais on ne jouait pas avec. On est arrivé dans un territoire où d'abord on allait se noyer, où c'était interdit, qu'il ne fallait pas aller à l'eau, et qu'en plus on empêchait les gens de pêcher, ça c'est sûr. Oui, on s'est fait un peu maudire par les pêcheurs, voire plus, il y avait quelques-uns qui nous jetaient plus que des cailloux. Je crois qu'on a eu des petits plombs de carabine au ras des oreilles, par un célèbre armurier de Quimper, qui un jour, à qui on a dit 2 mots un jour. Voilà.
parce qu'on avait vite compris qu'avec sa petite 4.5, il voulait nous écarter, quoi. Mais bon, si tu veux, on ne peut pas en vouloir à ces gens-là, parce que imagine, ils avaient leur spot de pêche. C'était des guerriers, ces mecs-là aussi. Ils allaient à la pêche de bonne heure le matin, ils allaient au ras des cailloux, des machins, et puis nous, on allait faire fuir le poisson, d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on l'a fait fuir d'ailleurs, hein. Peut-être qu'il y en a beaucoup moins maintenant, mais je ne pense pas qu'on soit responsable de ça. La découverte est devenue passion, et avec elle naît un certain état d'esprit du surf breton. Authentique, proche du modèle originel, il est intimement lié à la nature et aux éléments. La torche était terra incognita, quoi, au niveau surf. C'était la découverte, les pionniers, je dirais, c'est un peu ceux qui découvrent les spots en Islande, des trucs comme ça, quoi. Et quand il y avait la dizaine dans l'eau, c'était je parle en plein été, plein mois de belle droite à la torche. Je crois que j'ai pas de petit gâteau. On sera obligé de faire sans. Ça sent bon. Et voilà, petit café. Petit café des papis surfeurs et mamies surfeurs. Bon souvenir. On avait notre place attitrée sur la digue à Figueira da Foz. Ouais, ouais. À Ericeira non plus, il n'y avait pas de vague au Portugal. Non. À Ericeira, oui. Et là, c'est à Port-la-Vague, hein. Ça, c'est pas loin de Lisbonne, ça. On n'a pas vu de vague, là. Au nord, ouais. Ben, dans le sud-ouest, on faisait que passer. Parce que l'ambiance nous plaisait pas trop. Et on partait au Portugal. Parce que au Portugal, on retrouvait une ambiance qui était plus roots, comme on dit. C'est-à-dire c'était plus pur, quoi. Voilà. L'eau était très claire, un peu froide, mais nous on était habitués à l'eau froide, hein, donc ça ne nous dérangeait pas. Avec Philippe, on est allé en Guadeloupe. On est allé en Guadeloupe plusieurs fois. On est allé en pension chez une dame qui était cuisinière, qui nous faisait à manger des petits plats créoles, là. Et on était à 100 mètres du spot, quoi. On allait à pied, quoi. C'était le bonheur. Philippe avait filmé, oui. Il était bien équipé, il avait une Beaulieu à 3 tourelles, là, et il filmait, oui. J'aurais trouvé une caméra qui lui coûtait 100 francs à l'époque, ou à peine. J'avais pris un Tupperware à ma mère, j'avais piqué, et j'avais fait un boîtier étanche avec ça. Et pour avoir un grand angle, j'ai acheté un judas de porte que j'ai fixé dessus. Et là, j'arrivais à avoir une vision GoPro à 180 degrés, pratiquement, quoi. Mais c'est vrai que j'arrive pas dans le très gros quand même, parce que c'était un peu risqué, mon affaire. Pas tellement pour la caméra, mais pour le film qui était dedans, c'est ça le problème. C'est celle-là que tu préfères? Laquelle tu préfères? Celui-là? En plus de ces caméras,
Philippe Verselletto possède tout l'équipement nécessaire qu'il ramène de ses différents voyages dans le sud-ouest. La première revue de surf française. À la fin des années 70, il fait figure d'exception dans un paysage breton où l'on manque encore de tout. 500 francs la planche. Il n'y a aucun surf shop en Bretagne, on ne peut pas trouver aucun matériel, ni un leash, ni un board short, rien. Il fallait soit aller à Biarritz, soit aller en Angleterre. Mais nous, avec la Brittany Ferries de Roscoff, c'était plus rapide d'aller en Angleterre que de descendre à Biarritz. Il y avait ce passage d'anglais régulier qui descendait là. Donc on s'est lié d'amitié avec toute une équipe de surfeurs et de fabricants de combis, donc Gull Wetsuit. Et dont dans la bande, il y avait des shippers là-dedans, quoi. Donc on arrivait à avoir des planches, les Ocean Magic, ces choses-là. Oh, c'est compliqué à tourner, ça. Là, il y a un truc, bon, une vieille planche, pas si vieille que ça, qui a une vraie trentaine d'années. D'ailleurs, tu vois, depuis le temps qu'elle n'est pas allée à l'eau, la poussière. Ça ressemble aux planches qu'on s'est fait au début où on surfait, dès qu'on a commencé à jouer avec les pains de mousse. Ça avait été fait par un copain qui était à Nantes, qui s'appelait Kalamazoo. Et tu vois, ça c'est les planches que j'ai surfées il y a 35 ans peut-être. Avant d'adopter le surf, Gilles a longtemps pratiqué ce qu'on appelle alors la planche à voile, dont il est l'un des premiers à fabriquer lui-même les flotteurs. Aujourd'hui, il transmet volontiers tout son savoir-faire. Si tu veux, par rapport à la Hello Kitty qui est vraiment ronde avec les rails qui sont bien creusés sur la carène, en fait là tu as plus de edge. Un peu plus. Un peu plus. J'aime bien la rondeur du rail. Il y en a trop, on l'enlèvera. Ouais. Ah bah c'est... Voilà, mes longboards, j'ai surf en thruster. Ouais. J'ai plus besoin en fait. Vu que j'ai du rail, beaucoup de rail, ça compense les dérives. Tu gagnes en vitesse et en maniabilité. C'est pas de fabriquer la planche par rapport à un poids prédéfini, mais plutôt de lui donner le poids nécessaire. Que tu as besoin. C'est bien ébauché, hein, c'est joli. Hein. Ouais. Fais gaffe de ne pas les cogner. Ouais. Marc Maugère, il fait un super boulot. Derrière aussi. Super boulot. Regarde, t'as vu la finesse. Ouais, c'est bien ça. Mes premières initiations, il y a deux bonhommes qui m'ont initié. Un qui s'appelle Michel Barlan. Donc Barlan, Monsieur Barlan. Voilà. Il a pris un jour le temps de m'expliquer. Et le deuxième, c'est un Anglais, du côté de Barnstaple, en Cornouailles. Alan Neighbour faisait partie d'un team de planches à cette époque-là. Solim Schefter. Et on allait chez lui faire des planches. Et voilà, un jour, il m'a fait découvrir le shep, le travail de la mousse, le travail de la résine et tout ça. Et à partir de là, j'ai évolué dans ma propre démarche. J'ai eu des ateliers, des bricoles, des machins, et j'ai fait pas mal de planches. Voilà, j'en ai fabriqué. Jusqu'à aujourd'hui, je fais toutes mes planches. C'est pas un objet, c'est un être vivant. Hein. Si tu veux, c'est toi qui es en train de lui donner une vie. Hein. Je veux dire, c'est ton truc. C'est d'ailleurs pour ça que je... Bon, allez hop, t'es. J'aurais bien aimé être un peu plus vieux aujourd'hui. Parce que je pense que toute la partie découverte, c'est quelque chose de magique. Hein. Tout ce qui est les planches de garage, le rassemblement entre copains, de fabriquer. On est dans le rêve de la planche qui va marcher, qui va être géniale. C'est un truc que j'aurais bien aimé vivre. Quand rien n'existe, là on découvre, on défriche. Il y a plein de choses. Il a découvert pas mal de choses et inventé pas mal de choses. Et c'est vrai que c'était une période un peu magique quand même. Le début, c'est toujours bien, quoi. Bon, je t'ai trouvé quelques archives. Il y a des débuts de la planche à voile à la torche, ça par exemple.
les premières bases de vitesse à Brest, avec des engins pas possibles. On n'avait pas tout compris à cette époque-là. On était persuadés qu'il fallait faire tout petit pour aller vite. C'était pas le cas. Ça, je ne me rappelais plus de ça. Putain. C'est vrai que moi, j'aimais bien déjà avoir le petit bonnet, la petite calotte sur la tête. J'avais pas avoir froid à la tête. Planche à voile. Il y a beaucoup de planches à voile, des séries. Le windsurf a été une porte d'ouverture pour beaucoup de gens. Ici, en tout cas. Sans doute pas pareil partout. Sans doute à Biarritz, on ne pouvait pas faire de planche à voile. Avec les conditions qu'il y avait, conditions de vent, conditions de mer, conditions de surf, c'est pas le cas ailleurs. Mais je pense qu'il y a d'autres spots, si on parle de la Vendée ou autre, où la planche à voile était plus puissante que le surf. Et maintenant, il y a du surf en Vendée comme il y en a en Bretagne. Et en Bretagne, il y avait plus de planches à voile qu'il pouvait y avoir de surf à l'époque. La planche avait besoin que quelque chose se passe en France et en Europe. Et le business était demandeur que ça se développe en Europe. Donc ça a été, les sponsors arrivaient. La planche à voile, Orangina, ils vendaient de la planche à voile, quoi. Tu vendais du saucisson planche à voile si tu avais envie, quoi. C'était une période planche à voile. En 1984, la Torche accueille le premier championnat du monde de funboard. Mais c'est la Coupe du Monde de 1986, retransmise pendant plusieurs heures en direct à la télévision, qui inscrit définitivement le site sur la scène glisse française et internationale. Ça a été un truc extraordinaire, ça. Il y avait une queue sur 15-20 km pour aller à la Torche. Moi, j'ai hébergé chez moi au moins une douzaine de coureurs, dont Robinache. Les voitures des spectateurs suivaient la voiture de Roby qui venait chez moi, donc ils se retrouvaient chez moi et puis pour avoir un autographe pour les enfants. Mais c'était extraordinaire. C'était monstrueux, les gens venaient en marchant de Portscarn, venaient de Tronoën et tout ça. C'est l'événement, c'était un putain d'événement. Ah oui, là, ça a fait exploser sans doute aussi un peu l'endroit en tant que spot. Ces jours-là, on a vu des pros faire des choses assez extraordinaires pour nous. Et puis ça a été vraiment la révélation. Et je pense que c'est de là qu'est partie la réputation de la Torche. C'est la première fois qu'on voyait vraiment des gars s'éclater dans les vagues, quoi. Le battage qu'on a fait autour de l'opération, qui fait que chaque fois qu'il y a un effet de kermesse, tous les gens rappliquent. Je suis bluffé de voir comment une équipe de bénévoles, comme ces garçons-là, a pu effectuer un travail aussi important que peu de sociétés commerciales arriveraient à mettre en place, surtout avec le peu de moyens dont ils disposent. On a organisé ce truc, on ne savait pas où on mettait les pieds, quoi. Il y avait quand même des problèmes de sécurité, des problèmes de mouillage de bateau. La Torche, c'est pas toujours commode. Je me rappelle d'une manche où Roby gagne la manche et puis la manche, elle peut pas être comptabilisée parce que le bateau comité à l'arrivée avait dérapé et il n'y avait plus de bateau comité à l'arrivée. Et on passait dans une télé le soir même et je lui disais « Sois gentil, dis pas trop de mal quand même ». Jacques a participé au développement de tous les grands événements aussi de la Torche, avec l'association Dina Planche de Quimper, avec des gens comme Ronan Kéméré, avec Jean-Jacques Midi, avec Le Gall, avec moi j'étais dans cette association, Dominique Lubian était dans cette association, et on a fait éclore les grands événements de la Torche. Monsieur Jacques Pichavant, Chantier Pichavant, c'était pas rien, c'est une institution pour la baie. Et lui, il a eu le culot d'ouvrir une boutique de planche à voile.
crois pas qu'il soit beaucoup monté sur une planche, parce que Jacques, je le connais bien, mais sans doute qu'il en a fait un peu. Par contre, il a été un vecteur de développement énorme dans le Pays Bigoudin. On a travaillé dans la planche au moins 8 à 10 ans quand même, quoi. Mais en parallèle, donc, je rencontrais des tas de gens dans cette boutique qui étaient un peu un lieu sain du Pays Bigoudin, parce qu'il y avait des champions de planche qui venaient, et en particulier quelqu'un qui m'a, en ce qui concerne le surf, qui m'a beaucoup épaulé, et à qui je dois tout pour avoir créé cette boutique de surf, c'est Bruno Troidec, qui était un type admirable, quoi. Il avait une passion pour le surf, je ne comprenais pas. Moi, j'avais une passion pour les régates, mais ce type avait une telle passion pour le surf que je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Bruno Troidec baigne depuis longtemps déjà dans la culture surf anglo-saxonne. Il ouvre son carnet d'adresses à Jacques Pichavant et part en Angleterre acheter du matériel qu'ils revendent ensemble, ici. Aujourd'hui expatrié en Californie, Bruno est le premier à installer l'art du shape en Bretagne. Quand je travaillais avec Jacques, pas pour Jacques, parce que je n'étais pas salarié de l'entreprise Pichavant. Il s'est investi dans une chaîne de distribution, c'était Surf Connection à l'époque. Je crois qu'on avait 445 ou 50 magasins, il me semble, je ne sais pas trop, ça remonte tellement loin. Et donc on a quasiment remis à chaque magasin, je dirais une core list, c'est-à-dire que si vous voulez réussir dans le surf, il fallait travailler avec ces produits-là. Donc on a quasiment mis en place un réseau de distribution pour surtout la France, en fin de compte. Des combinaisons gueule et puis Océan Magique. L'idée de faire les planches m'est venue dans la mesure où importer c'était bien, mais bon, les taxes c'était beaucoup trop cher pour les clients, quoi. Donc il fallait trouver une solution pour pouvoir les faire localement. Avec Bruno, on avait compris que la personne importante qui nous permettait de faire une fabrication de surf, c'était d'avoir un shaper qui soit un professionnel. Et donc on a piqué en Angleterre le shaper d'Océan Magique qui était Peter McCallum. Et quand Peter est arrivé, on a créé un atelier de shape à Pont-l'Abbé. Là, c'était extraordinaire. Là, on s'est donné une autre dimension. On a vendu des surfs, je crois, en Allemagne, un peu partout. Et on avait une qualité de surf qui était extraordinaire. Bon. L'ennui de tout ça, si vous voulez, c'est que c'est un métier passionnant, mais quand on fabrique des surfs, etc., on a travaillé pendant 2-3 ans en fabriquant des surfs extraordinaires, sur mesure, etc. Donc on n'avait pas de problème de fabrication, mais on avait une marge qui était de 0, parce qu'on tournait à 80-90% de main-d'œuvre et 10% de fourniture. Et donc c'était très difficile, et à un moment donné, malheureusement, on a dû arrêter cette fabrication, mais j'en garde un souvenir extraordinaire, quoi. La rupture est consommée entre les deux hommes, mais Bruno a acquis suffisamment d'expérience auprès du shaper anglais pour lui permettre d'ouvrir un atelier de shape à la torche. C'est ici qu'il crée la légendaire marque de surf, Freezing Hot. On a construit un bâtiment dur, juste à côté de la crêperie actuelle. Et c'est là où est maintenant l'école de surf de Bretagne. Donc cette maison-là, c'était mon premier atelier. Donc je glaçais dans la cuisine, il y a encore le fourneau qui était là. Je shapais dans la chambre à coucher, il y avait encore les cosy de l'époque. Et donc aux fenêtres qui donnaient sur la terrasse, donc les gens
C'était curieux quand il passait, là ça sentait la résine, la crêperie, c'était n'importe quoi. Au milieu des années 80, l'époque bénie des pionniers est derrière eux. Le surf breton a grandi, il entre dans une ère nouvelle, celle de la compétition, et pour cela, il a trouvé un allié de taille en la personne de Yannick Lecause. Il avait déjà une définition en tant que prof de gym et tout ça. Lui, il a structuré le truc, toi. Il a fortement structuré le truc, ouais. Organisé, formation des jeunes, etc. Ouais. Si aujourd'hui il y a ce niveau-là à la torche, merci Yannick. Ouais. Détends toujours, ça se calcule. Au niveau face et tout, ça m'a l'air bien. Ouais, il a l'air bien aussi. Allez-y. Voilà. C'est Bruno Troidet qui t'avait dit il y a une compète à Crozon, faut que tu viennes. Bah, il aurait pas dû. C'est la première d'une longue série, quoi. Championnat de France à la Tremblade. Pareil. Ouais. Quand même. Oui, bah oui. Premier. Bah oui. C'est Jacques Pijavant qui m'avait filé 2 planches, je me rappelle, Exact. de Pic Macaloun. C'était la belle époque. C'était une sacrée compète quand même. À l'aise. Parce que ça envoyait la sauce quand même. Et on mangeait ensemble le soir, on buvait des coups. Mais dans l'eau, on se faisait aucun cadeau, quoi. Ah ouais, non. Aucun. Ça jouait pas. C'est le 24 juin 86. Yannick Lecause, moniteur diplômé de la Fédération française de surf. Les stages comprennent en plus l'apprentissage. Dans le sud-ouest, on était pris pour des charlots, quoi. Ils savaient pas ce qui se passait. Du reste, quand je suis arrivé à la Fédération, la carte de France, la Bretagne, c'était un pauvre truc qui mesurait 200 mètres carrés. Pour aller à Etretat, j'avais 200 km à faire, quoi. Pour descendre à Quiberon, j'avais 20 km, quoi. Enfin, je crois qu'ils avaient jamais regardé une vraie carte de France, quoi. Je dis, mais refaites votre putain de carte, là. Elle ressemble à rien, votre carte. Vous nous prenez vraiment pour des demeurés, quoi. Dans la foulée, avec un de mes amis qui était membre du Cornox Surf Club à Audierne, on a créé la Ligue de Bretagne. Et en même temps, le comité départemental Finistère, puis le comité départemental 56. Et l'année suivante, on a fait le comité départemental 22 et 35, pour avoir l'ensemble de la Bretagne. C'était plus pour nous qu'on faisait ça, pour les potes, pour se faire reconnaître. Mais très vite, je me suis rendu compte que tous les petits, des anciens en fait, ils sont là, ils sont hyper forts en plus. On a vraiment un potentiel de champion depuis maintenant 10-15 ans, incroyable. Je regarde ça avec beaucoup de nostalgie, ça me fait sourire, ça me fait du bien aussi. Ça me fait du bien, on a bien transmis le flambeau. Moi je suis content quand je suis sur une compète, que je vois tous les petits qui démontent les vagues dans tous les sens. Je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. Je suis bienveillant avec tout ça. Je suis bienveillant, bien sûr, je regrette les moments fabuleux
où on surfait à 3 ou 4 à la pointe de la torche un dimanche matin. Il y avait 2 mètres assis. Bien sûr, c'est fini, ça. Mais bon, on peut pas cracher dans la soupe non plus, quoi. Ça fait partie du deal. Partout dans le monde, c'est comme ça. J'ai pas de regrets. C'est le surf qui nous amène à ça. C'est ce plaisir, cette incroyable chance de glisser sur une vague. Mais on peut pas reprocher à quelqu'un de 2020 de pas vouloir le faire comme toi tu l'as fait en 1980 ou en 1970. Ça serait salaud de pas vouloir d'avoir des reproches. Donc c'est comme ça, on s'adapte. Plus de monde qu'avant, ça c'est certain. Oui, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas besoin de le dire. Mais chacun trouve son petit truc. Moi en tout cas, chaque fois que je vais à l'eau, je trouve ma petite place, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que je n'ai aucun privilège sur personne. Ça, c'est la règle de base. Tu vois, je suis un individu comme un autre qui vit sur cette planète et qui prend sa position. J'ai pris mon parti de respecter les autres et ça rend bien. J'ai aucune vague à moi. Aucune. Je ne sais pas ce que c'est qu'une vague à moi. Si c'est un gamin qui la surfe devant moi, je suis baba. Si c'est moi qui la prends, j'aime bien. Voilà. Et chacun se positionne sur ça. Forcément, comme tout le monde, je suis un petit voyou. Quand il y a une vague qui passe un peu vite, il y a des fois, je pousse un peu. C'est vrai. Mais ici, en plus, j'ai le privilège de l'âge. Mais je pense que c'est partout pareil. Ouais, il y a des super bonnes vagues. C'est pas très gros. On va pouvoir aller les chercher avant qu'elles déferlent. Ça va vraiment être super chouette. Ok? On va pouvoir aller au large, justement. Mais on va dire que la barre, elle va être facile à passer. Ok? We go take the board. You come with me, please. On va chercher les planches. C'est parti. Germain, c'est d'abord mon fils. Je lui ai transmis ce que j'aimais du surf, de la glisse. Et aujourd'hui, il fait ce métier de moniteur de surf à la torche. What about you? Green 1, 2. We stay on the same one. Was good? Was this one? Yeah, okay. Here we go. C'est tout bon. Ça va être beaucoup plus facile que de prendre des vagues bleues. Donc là, on imagine que je suis dans l'eau, que j'ai de l'eau à peu près à la taille. Si vous montez sur votre planche alors que la vague elle est à 2 mètres, vous n'allez pas avoir le temps de vous préparer. Et la vague, elle va déjà être arrivée sur vous, vous n'allez pas avoir le temps de bien vous positionner et de commencer à ramer. Ça veut dire que vous allez avoir une entrée en vague qui ne va pas être terrible. Et du coup, derrière, pour vous mettre debout, ça va être beaucoup plus difficile. Il transmet aux gamins, il transmet à tous ses élèves son plaisir, sa passion. Voilà, et ça, c'est un plaisir de le voir transmettre ce qu'on a pu lui transmettre. Quand j'ai débuté le surf, il n'y avait personne pour me transmettre une information. On a appris plein de choses, des conneries, des biens, des moins bien. On a découvert, on a appris, il n'y avait pas la météo d'aujourd'hui, il n'y avait pas le matériel d'aujourd'hui, mais on a découvert, on s'est fait plaisir. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, les gamins qui viennent de démarrer avec Germain, ils vont avoir la même banane que nous.
Et je crois que tous les gens qui ont démarré cette histoire-là, à Crozon, à Quiberon ou ailleurs, ils n'ont jamais imaginé que ça prendrait cette ampleur-là. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, on s'en foutait. On pourrait dire, on n'imaginait rien. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un point commun, c'est qu'on a passé du bon temps. Tu vois, on a passé du bon temps et je crois que tout le monde peut parler de sessions mémorables, tout le monde peut parler de sa meilleure planche, tout le monde peut parler de ça. Et tous ces mecs-là, si tu veux, que je vois plus spécialement tous les jours, hein, que je croise Yannick une fois de temps en temps, on parle 2 minutes. Bruno est aux États-Unis, Philippe il est à Quimper, vers Céléto. On ne se parlait pas beaucoup trop à l'époque, on se croisait, mais on a toujours pris 2 minutes pour se parler. Gilda, je le vois 3 fois par an. Jacques Lelay que j'ai croisé l'autre jour, etc., etc. Mais je pense que ces mecs-là, ils se sont bien amusés sur le support, quoi. Je veux dire, honnêtement, je pense que ce que j'ai à leur dire, c'est que continuez les mecs, hein, changez rien.